perdrais. Je serais comme un corps sans mot thème. Avec la pluie qu'il fait aujourd'hui, les amis, je sais que les esprits sont un peu échauffés. Les corps humains ont envie de se frotter. Tout le monde veut pouvoir exprimer un petit sentiment de voilà. C'est l'une des saisons les plus difficiles à vivre quand même, quand on est seul ou quand on n'est pas accompagné. Mais le plus important finalement, c'est de s'aimer. De s'aimer et de trouver le moyen de se fusionner et de trouver l'amour. Mais est-ce que le chemin de l'amour est forcément chez les travailleuses de sexe ? Ce matin, le docteur Nastia répond à cette question qu'on a soulevée déjà la semaine dernière et aujourd'hui nous avons l'occasion d'en parler. Bonjour docteur. Bonjour John, bonjour à toute l'équipe, bonjour aux auditeurs. Bonjour docteur Nastia, ce matin on parle, comme on a essayé de le faire depuis la semaine dernière, de l'addiction aux travailleuses de sexe, docteur. Alors, cette addiction, d'où est-ce qu'elle vient ? D'où est-ce qu'elle naît, docteur Nastia ? Bon, déjà il faut commencer par dire que c'est pas forcément par envie que généralement on se dirige vers des travailleuses de sexe. Généralement on se dirige vers des travailleuses de sexe par besoin. Parce qu'on ressent un besoin et on se dit voilà, c'est comme tout service, c'est un service payant. Le temps d'accoster une femme en route et tout, et aller passer à l'acte avec elle, c'est tout un long processus. Alors qu'on a des dames qui sont là, qui ont choisi de vendre leur corps, voilà. Donc, généralement, c'est par besoin. Maintenant, quand le besoin se fait ressentir et qu'on passe à l'acte, on se retrouve parfois pris au piège en fait, parfois de la facilité, c'est-à-dire que bon, je pars, je paye et j'ai mon truc et encore plus c'est une professionnelle, elle me fait ce que je veux au tarif que je veux, c'est-à-dire si je veux passer la nuit avec elle, je lui donne le montant, si je lui dis fais-moi une pipe, elle va faire une pipe ad vitam aeternam si je veux, voilà donc c'est cette facilité là parfois qui piège un peu certains hommes. Donc c'est quoi la différence d'une fréquentation régulière ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on devient addict ou juste qu'on est quelqu'un de fréquent avec une travailleuse de sexe ? Quand tu fréquentes juste une travailleuse de sexe par besoin, de temps en temps, c'est lorsque tu ressens le besoin d'avoir un acte sexuel orienté. C'est-à-dire que, je prends un exemple, cas pratique. Vous êtes un homme qui est en couple avec sa chérie. La chérie part en déplacement et tout. Et vous ressentez le besoin d'éjaculer. Vous allez vers une travailleuse de sexe, vous payez. Et voilà, vous vous mettez bien. Parfois, vous êtes un homme, vous êtes avec votre chérie. Vous aimez bien la fellation. Mais madame ne veut pas forcément vous faire la fellation. Parfois par conviction religieuse. Parfois parce que voilà. Donc, vous partez donc vers une travailleuse de sexe. Et voilà. Elle vous fait ce que vous voulez. D'accord, ok. Alors, justement, quand on parle de travail de sexe et d'addiction, justement, c'est quoi le comportement quelles sont les caractéristiques d'un comportement de quelqu'un qui est addictif dans ce contexte-là ? Comment est-ce qu'il se comporte ? Comment est-ce qu'on le distingue ? Alors, il faut savoir que dans toute addiction, on a la compulsion. Ça veut dire que vous êtes un homme normal qui avait des rapports sexuels avec une partenaire régulière, mais vous avez comme une impulsion qui vous pousse chaque fois à aller payer du sexe vers une travailleuse. C'est-à-dire que tu viens même de faire l'amour le matin, mais tu ressens toujours l'envie d'aller payer quelqu'un pour qu'elle fasse des trucs que tu veux. Donc, peu importe la fréquence de rapport sexuel que tu as chez toi avec ta partenaire habituelle, tu ressens toujours quand même le besoin d'aller vers quelqu'un de professionnel. Et est-ce que c'est lié à un mal-être ? Allons maintenant dans les origines. Est-ce que c'est lié à un mal-être ou à une blessure affective, cette addiction-là ? On va classer l'addiction dans 2 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui sont prédisposées aux addictions. Ça veut dire qu'il y a des personnes, par exemple, toi tu peux boire ton vin simplement. Quelqu'un, quand il tombe dans le vin jusqu'à... Tu lui demandes combien, papa. C'est seulement comment, tu vois. Il y a des personnes qui sont prédisposées parfois à être addictes. C'est-à-dire qu'ils ont ça dans le sang. Tu vas voir des personnes qui vont te dire que non, quand je fais quelque chose, il faut seulement qu'ils fassent ça chaque jour. C'est tout la même chose, je ne veux pas changer. Ça, c'est un cas. Maintenant, on entre dans le cas des personnes qui sont addictes pour compenser un manque. Donc, et dans le cas propre de l'addiction aux travailleuses de sexe, on a des personnes généralement qui manquent de confiance. On va encore diviser en deux sous-classes. On a des personnes qui manquent de confiance en elles. C'est des hommes qui sont dans la société parfois très rabaissés. Généralement, on regarde le profil à travers la profession. Ça peut être un secrétaire de bureau.
c'est-à-dire quelqu'un qui est sous quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui a une entreprise qui ne marche pas comme il veut. Donc, il se dit, voilà, il déverse une certaine frustration et tout. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a des soucis financiers. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui a des soucis financiers. Et voilà, tu sais, quand la société a mis l'argent devant, ça veut dire que quand tu n'as pas les moyens, tu te considères un peu comme quelqu'un qui est qui ne vaut pas grand-chose dans la société. Donc, du coup, tu te dis quoi? Si je suis face à une femme à qui je peux te dire, tiens, 2000, fais-moi la pipe, ça te donne un certain sentiment d'importance. Selon toi, tu es quelqu'un. Puisque dans la société normale, tu ne peux pas donner d'ordre à quelqu'un. Tu dis même à quelqu'un que ramasse, on se dit, pardon, va là-bas, la réunion familiale, c'est toi qui portes les casiers. Tu vois, donc à ce moment-là, tu te sens quand même dans un environnement où tu estimes que, voilà, tu es quelqu'un, tu es important, tu peux donner des ordres aux gens. Maintenant, la deuxième sous-classe, c'est la classe des sadiques. Tu vois, soit des sadiques, bon, je veux dire des personnes qui pratiquent le sexe je ne vais pas dire non conventionnel parce que le BDSM quand même, avec une nouvelle classification, on accepte quand même. Des personnes qui ont des pratiques sexuelles inappropriées, je vais dire ça comme ça, et qui ont un penchant psychologique lié à la sexualité qui est quand même un peu décalé. On est paraphilie. Maintenant, qui dans la vraie vie essaye de s'inventer un personnage, et c'est avec des travailleuses de sexe qu'ils expriment réellement leur être intérieur. Je prends un petit cas pratique. Vous êtes un homme en couple, vous avez un sexe classique avec votre madame et tout, mais chaque fois que vous retrouvez un travail de sexe, c'est pour la fouetter. Oui. Tu vois un peu, c'est à ce moment-là même que tu atteins ton orgasme jouissance plus. Tu la fouettes, quoi. C'est avec elle. C'est là où, en réalité, tu es comme quelqu'un qui est frustré sexuellement justement parce qu'il n'arrive pas à exprimer sa réelle personnalité. Tu es un homme, tu as des penchants de masochisme. Tu vas vers une travailleuse de sexe et généralement ce sont des hommes qui ont des régulières. C'est différent du premier cas. Le premier cas de la sous-classe, on a scindé, c'est-à-dire ceux qui se sentent un peu diminués, ceux qui ont besoin d'affirmation de soi et tout. Eux, ils vont varier les travailleuses. Aujourd'hui, je peux être avec Irène, après je suis avec Madeleine. Qu'en est-il que c'est toujours des travailleuses? Maintenant, la deuxième sous-classe, des personnes qui ont des paraphilies, troubles mentaux liés à la sexualité et tout, ils vont avoir des régulières. C'est-à-dire qu'on a Irène, elle s'est bien fouettée, elle a tout son matériel, son kit et tout. Tous les jours, je vais vers elle. Tu vois un peu. C'est chez elle, en réalité, elle est comme ta psy. C'est chez elle que tu exprimes toute ta profondeur d'âme en matière de sexualité et tout. Tu lui dis attache-moi. Bref, elle sait déjà un peu ce que tu aimes. Elle te pince les tétons, elle te pince le gland. Bref, elle te fait des trucs. Elle marche sur toi avec les talons. Elle marche sur toi, elle te fait des trucs, voilà. Et quand tu rentres chez toi, tu es un peu comme renouvelé. Du coup, tu peux garder ton calme. Parce que c'est pour ça qu'il y a des cas. Moi, j'ai eu des cas, je raconte une petite anecdote. Une femme qui avait un mari modèle, ils avaient des soucis d'enfantement. Alors, ils ont cherché et tout, FIV et tout. Mais bon, le mari donnait l'impression à la femme qu'il n'est pas sous pression. Vous voyez un peu, ça c'est le cas première sous-classe, c'est-à-dire ceux des gens qui ont des problèmes d'affirmation de soi et tout. Bon, elle reprochait constamment à son mari son calme. Et dit par rapport à la situation qu'on vit, tu es très calme. Je ne sais pas ce qui ne va pas. C'est vrai que tu me donnes l'argent pour aller dans les pays et tout, faire la FIV, mais je te trouve très posée. Le mari dit non, c'est parce que moi, je suis un homme, on ne pleure pas. Quand la dame finalement réussit à faire sa FIV et tout, à cette période-là, elle va accoucher dans un hôpital. Le mari, lui, il est à la maison. Sauf que, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a oublié le téléphone, ça a fait comment à l'hôpital et tout. Il y a un message qui est venu avec une photo de son mari attaché avec un ballon dans la bouche et tout. La fille disait que je te fais ça ce soir, tu vois. Et la dame est tombée des nues, genre c'est le mari même de qui qu'on a même attaché comme ça. C'est là où elle est entrée dans les messages et tout. Elle avait le code de son mari, malheureusement. Elle est entrée, elle a vu des trucs. Elle était choquée. Oui, en fait, elle s'est sentie. Elle m'a dit, voilà les termes qu'elle a utilisés. Elle m'a dit, docteur, j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie avec un psychopathe. Tu vois, parce qu'elle se dit, mais comment un père aussi modèle, quelqu'un aussi attentionné, elle me dit que son mari ne gronde même pas. C'est pas quelqu'un
qui va te brutaliser quand vous avez un problème. Il est toujours dans justement ce calme-là. Et elle dit qu'à un moment donné, justement, elle le trouvait froid. Elle s'est dit, mais pourquoi tu es froid comme ça et toi? Alors qu'en réalité, c'est pas qu'il était froid, mais c'est que dès qu'il a une rage ou une colère dans son cocon familial, il va chez la fille, on le fouette. C'était un maso. C'est-à-dire, il va chez la fille et tout, elle va l'attacher, on va le traiter comme voilà, pourquoi tu as fait ça? Bref, tu veux. Il est soumis, quoi. Voilà, Ouais. C'est un soumis, ouais. Voilà. Il est même plus qu'un soumis parce que le soumis, quand même, c'était vraiment extrême. Ce que j'ai vu, c'était vraiment, vraiment extrême. Donc, voilà. Tu vas dans un cas comme ça de d'un monsieur qui a une certaine personnalité chez lui. Pourtant, dans sa sexualité, c'est une toute autre personne. Et lui, justement, il avait une régulière, la prostitution. Oui. C'était sa régulière parce que justement, il le connaissait déjà. Ce sont des personnes généralement qui ne parlent pas beaucoup. Oui. Dès que tu réussis à identifier son profil et que tu comprends ce qu'il aime, il va s'abonner chez toi parce qu'il sait qu'avec toi, il n'aura plus besoin de parler. Dès qu'il vient, il n'a même pas besoin de dire attachement parce que c'est embêtant de dire attachement. Quand tu dis attachement, ça engage un processus de réponse nerveuse et tout, et puis qui met en jeu la conscience. Donc, dès que tu arrives, dès que tu sais que dès qu'elle te voit, elle te menotte et tout. Donc, ce sont ces facteurs-là qui font souvent que les hommes sont addicts aux travailleuses de sexe parce que parfois aussi ils sont addicts au plaisir qui émane de leurs expériences-là. Voilà, donc et justement, une forte addiction, hein, souvent, qui est souvent, qu'on juge soi-même dépravé. Ouais. Ce matin, tout à l'heure dans l'émission, on parlait de fantasme, du fait de tout avouer à son partenaire. Et on était tous d'accord sur le fait qu'on peut difficilement tout avouer à son partenaire, même les fantasmes les plus profonds. Souvent, c'est aussi lié au fait qu'on a des fantasmes qui sont très forts, qu'on a envie de réaliser, obscurs, et que peut-être avec notre partenaire, on ne peut pas forcément appliquer. Il faut dire une chose. Moi, je dis toujours aux gens que le fantasme est fait pour être... La beauté du fantasme, c'est de le réaliser dans la tête. C'est pour ça que c'est un fantasme. Tous les fantasmes qu'on a ne sont pas forcément des fantasmes qui devraient être réalisés. Parce que c'est l'esprit humain. L'esprit humain, ouais. L'esprit humain a ses dimensions. L'esprit humain a ses trucs. Je vais te dire quelque chose de très grave, par exemple. J'ai un patient un jour qui fantasmait sur sa belle-mère. Parce que sa belle-mère, contrairement à sa femme, avec des courbes très arrondies, c'est une maman, les mamans qui aiment s'habiller très sexy là. Du coup, chaque fois que sa belle-mère venait faire pour les maternités de sa femme et tout, elle mettait ses collants et tout. C'est une maman, elle sait que voilà, c'est mon beau-fils. Elle meurt quoi. Pourtant, le beau-fils, dans la nuit, il se voyait dans des positions cheloues avec la belle-mère en question. Il est tombé sur une émission et il m'a appelé pour passer en consultation et tout. Et puis je lui ai dit, voilà, tu vois par exemple ce type. Parce qu'il me disait, non, docteur, quand moi j'ai une envie, j'ai une idée, je veux absolument. Je dis, non. C'est un peu comme quand avec la nourriture. Si tu sens que manger détruit ta santé, tu vas pas manger. Tu vas faire attention. Voilà, c'est pareil. C'est pas parce que forcément tu as une envie ou une idée que forcément c'est une idée que tu dois matérialiser. Parce que parfois la beauté aussi du fantasme, c'est de le vivre dans la tête. C'est-à-dire tu restes comme ça. Si tu veux te faire pincer les tétons jusqu'à 100, imagine-toi ça dans ta tête. Ça va te faire quelque chose de bien. Ça te procure quand même un certain sentiment. Maintenant, si tu tombes dans la pulsion, tu cèdes à cette pulsion-là, tu changes de classe. Tu n'es plus quelqu'un qui fantasme. Tu n'es plus quelqu'un qui fantasme, tu es quelqu'un tu tombes déjà dans la paraphilie. C'est-à-dire que le trouble mental lié à la sexualité. C'est ça qui fait la différence entre un être humain, quand on juge sans d'esprit, et un être humain qui n'est pas sans d'esprit. C'est de ne pas se laisser aller à son animalité. Ouais. Très bon à savoir. Oui, c'est de ne pas se laisser aller à son animalité. Ça veut dire que c'est pour ça que généralement, moi, quand je veux identifier des personnes qui ont laissé leur animalité prendre le dessus, je te pose des questions. C'est quoi tes fantasmes? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé comme fantasme? Je me dis 10 fantasmes. Ok, sur 10, tu as réalisé combien? Je me dis 4. Je dis Donc à partir de combien c'est grave? Zone rouge. À partir de 2. Merde. Toi, tu passes en constatation. Donc tu as les pulsions. Je te laisse aller à tes pulsions. Je te prends l'exemple cas pratique. On va aller cas pratique. Puisqu'on est dans des fantasmes, tu as une secrétaire que ta femme connaît, sur qui tu fantasmes. Peut-être à cause de sa poitrine. C'est une fille qui sait bien mettre sa poitrine en valeur et tout quand elle entre. Quand tu la vois le matin, tu as envie, j'imagine des trucs. La limite et la conscience voudraient que
Parce que tu sais que dans ta tête, c'est quelqu'un qui peut interférer avec ton milieu familial. Ouais. Ta conscience prend le dessus sur ton animalité et tu te retiens. Dès que tu franchis le pas, c'est un peu comme avec les péchés. Quand tu commences à pécher, plus tu pêches, plus tu modifies ta conscience. Pourquoi? Parce que dès que tu traverses la limite entre la pensée, le péché, par exemple, je prends le péché parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens. Moi, vraiment, des trucs de la Bible et tout, je ne maîtrise pas trop. Mais je veux prendre des termes pour ne pas être trop scientifique. Donc, quand tu as une mauvaise pensée, par exemple, je veux refuser un truc à l'enfant de ma soeur. Je prends un truc à l'enfant de ma soeur, je donne à mon enfant. Il faut faire la remarque. Dès que tu poses l'acte, la tentation devient plus grande. Si tu commences à être dur avec quelqu'un dans la méchanceté, tu deviendras méchante progressivement. Ça veut dire que ta conscience va se modifier. Au fur et à mesure, ta conscience se modifiera et tu n'auras plus la même conscience que quelqu'un qui n'a pas posé l'acte. Tu vois un peu? C'est pour ça que avec l'infidélité, c'est pareil. Moi, je dis souvent aux femmes que la femme a une certaine force mentale par rapport à un homme. Tu comprends? Les hommes sont trop dans la compulsion, ils sont trop dans l'animalité, mais ça, c'est parce qu'aussi ils ne sont pas éduqués. On ne les a pas vraiment formés à dissocier leur instinct animal de la conscience humaine. Tu vois, en matière de sexualité, parce qu'on ne va pas dire que ce sont des monstres, non. En matière de sexualité, il n'y a pas d'éducation sexuelle vraiment pour nos petits garçons. Maintenant, une femme à qui on dit non, ton corps, c'est ceci, non, 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 non. Quand tu veux être infidèle parce que tu as un problème dans ton ménage et tout, tu penses d'abord à l'infidélité. Ce qui fait la différence entre les femmes, c'est que les femmes qui n'ont jamais pensé, elles mentent. La différence maintenant, c'est de passer à l'acte. Ouais. Tu vois, dès que tu es passé à l'acte maintenant, il y a deux choses. Soit parce que tout le monde peut avoir une sensibilité au moment de faiblesse, tu vas dire non, 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 la conscience va directement prendre le dessus. Mais tu vas encore enchaîner le truc. Donc c'est ça. Parfois, il ne faut même pas essayer. Bon, il faut que je précise que l'infidélité, c'est un pas extra. Voilà. Parce que moi, on me dit que donc, mais tu as parlé d'extra. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. On m'a interpellé même une fois au restaurant, mais c'est pas la même chose, rassurez-vous. Alors, les gens ne veulent pas comprendre à faire les extras, alors que c'est très simple. Moi, j'ai des couples qui pratiquent ça, ils sont très heureux. Hein. Vraiment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Est-ce que c'est possible de s'en sortir seul de ces addictions aux travailleuses de sexe? Est-ce qu'on s'en sort finalement? C'est comme toute addiction, il faut prendre conscience d'abord. Maintenant, au-delà de la prise de conscience, il faut une volonté incroyable. Parce que c'est comme toute addiction, il y a le syndrome de sevrage. Il faut se faire accompagner. Parce que parfois, tu veux bien, mais tu es déjà addict. Et l'addiction, ça se soigne à travers des psychothérapies. Ouais. Tu vois un peu? Donc, ça fait que quand tu tombes dans cette compulsion-là, il faut te faire suivre. Parce que je vais dire, essaye, machin et tout, mais parfois, c'est plus fort que toi. Tu fais l'amour ici, tu sens vraiment une grosse dépression, tu te sens débit. Tu te dis que bon, si j'étais partie là-bas, comme m'avait fait une pipe pendant 30 minutes, comme je fais souvent, ça m'aurait soulagé. Mais là, j'ai juste chevauché la femme et tout, ça m'a rien fait, machin. Si j'étais partie là-bas, comme m'avait tapé sur les fesses pendant peut-être 1 heure et tout, la douleur là m'aurait fait, j'aurais peut-être joui bien, joui profondément. Et maintenant, je suis en jachère et tout. Donc, il y a tellement d'idées qui vont circuler dans ta tête parce que c'est ça, c'est le subconscient. Le subconscient, malheureusement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Mais surtout, comment est-ce qu'on réagit quand on a un proche qui est concerné? Parce que là, on parle du cas où c'est machin. Comment est-ce que la femme, quand elle apprend ça, comment est-ce qu'elle devrait réagir? Parce que la plupart du temps, c'est le jugement aussi. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ça quand on est proche de... quand on a quelqu'un qui est concerné? C'est pour ça que l'importance de l'éducation sexuelle, c'est quelque chose de très important. Parce que regarde, par exemple, si tu as un mari qui est addict aux travailleuses de sexe, direct, tu découvres ça, tu le bats. Tu lui dis, voilà, mets-toi à côté. Moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui est comme ça. Moi, je te donne mon corps et tout. Si tu sais que c'est une maladie comme le cancer, si tu sais, parce que les gens ont très peu de temps se séparer des personnes qui sont addictes, toxicos, tabagiques chroniques, voilà, les alcooliques. Parce qu'ils connaissent la maladie en question. Maintenant, dès que tu sais que c'est une maladie, tu comprends que la personne a besoin d'aide. Et quand tu t'es engagé avec quelqu'un, on essaye toujours. Tu vois, tu essayes de l'aider. Tu essayes de l'accompagner. Maintenant, si tu sens que ça détruit ta santé mentale, malgré les essais, et qu'il n'y a même pas vraiment... Parce que quand on veut combattre un mal, il faut se donner à 200%. Si tu sens que le gars se donne à 50% et que toi, tu fais même 200% par rapport à sa volonté et tout,
Voilà, maintenant tu vas dire, écoute, c'est ma santé mentale, moi je peux pas rester avec toi comme ça. Je sais jamais ce que tu vas me ramener. On sait pas, peut-être je vais entendre qu'il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un quelque part un jour. C'est un peu ça. Donc quand vous avez quelqu'un, il faut essayer de l'aider. C'est comme quand vous avez des personnes qui sont alcooliques, vous les amenez en désintox. Quand vous avez des personnes qui sont addictes à la drogue, vous les amenez en désintox. Quand vous avez des personnes qui souffrent de cancer, c'est comme tout cas de maladie physique. Il faut assister vos proches. Ce matin, le sujet concernait les addicts aux travailleuses de sexe. C'était le sujet de ce matin. J'espère que les éléments de réponse du docteur Nastia vous ont un peu édifié. Docteur, dites-moi, est-ce qu'on doit donner tous les fantasmes à son chéri? Non. Il ne faut pas dire tous les fantasmes. Parce qu'il y en a certains qui nous choquent nous-mêmes. Là, je te raconte un petit truc. Raconte-moi, maman. L'autre jour, il y a un monsieur qui m'appelle. Il me dit qu'il va me porter plainte. Je dis, pourquoi? Il me dit que lui, il vivait bien sa vie de couple tranquillement. Tu vois? Et que voilà, lui savait que quand il fait l'amour avec sa femme et tout, la go gémit et tout. Sauf que il a remarqué qu'elle a acheté des fantasmes d'Auchan. Et qu'il y a un chapitre qu'elle lit parce que c'est plié. Tu vois? Il y a un chapitre qu'elle lit et c'est plié. Et il était loin de s'imaginer que la dame là, le chapitre là, parce qu'il a lu, c'est-à-dire quand sa femme est au travail et tout, il prend et lit. Il dit que merde. Donc, la fille ici, c'est ce genre de truc-ci là qu'elle aime. Comme ce sont des personnes qui sont religieuses et tout, entrées dans la religion, il me dit, est-ce que vous vous rendez compte que vous détruisez les mariages? Il dit que papa, il t'a fait découvrir la nature réelle de ta femme, tu devrais plutôt me payer. Ah ça? Voilà. Donc maintenant tu vois que si elle avait dit ça à son mari, sans qu'il ne lit, peut-être comme il a lu ça a temporisé un peu l'émotion. Maintenant imagine si elle venait dire ça, parce que même pas citer le chapitre, que d'autres femmes aillent lire, les maris attrapent, on va encore venir mettre ça sur ma tête. Laisse-moi lire. Donc ça fait qu'après, il me dit voilà, moi ma femme était là, non je ne sais pas si c'est parce que c'est la perversion et eux vous écoute trop ma soeur. Je dis que papa, je croyais que vous voulez consulter, vous ne voulez pas consulter, pardon, moi j'ai des choses à faire, next et tout. Il me dit de toutes les façons que Dieu va me punir. Ah yeah. Ok, il était sérieux. Oui. Mais je crois que c'est du premier degré. Non, il était sérieux. Ok, mais ils sont mariés, non? Mais il est marié, mais il savait, lui c'est que ça fait il y a 20 ans qu'il est marié. Et il y a même rien d'Auchan là, on a même dit les choses. Maman. Vraiment, on a dit des choses. Et ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Mais la sexualité dans le mariage a perversité. C'est tout, maman. Absolument tout. Le corps ne ment jamais. Il réclame parfois plus qu'un plaisir, une réparation, une caresse au fond du vide. L'addiction aux travailleuses du sexe n'est pas une histoire de chair. C'est souvent une soif d'âme mal dirigée, mal soignée. Et dans cette course à l'oubli, beaucoup se perdent à vouloir se sentir vivants. Mais on peut réapprendre à désirer autrement, à s'aimer sans se fuir et surtout à faire la paix avec ce qu'on cherche. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le sexe qu'on veut, c'est une présence, une douceur, une vraie connexion. Nous, on se déconnecte. Pour aujourd'hui, les amis, rendez-vous demain pour le Grand Couloir. Merci, docteur, pour la semaine prochaine. You're welcome. Thank you very much. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.